En plus, c'est un petit trépied. Bonjour et bienvenue. Alors, on va vous parler de Chef, un petit outil. Donc, Chef, c'est un outil qu'on a utilisé à CVP. C'est une entreprise nantaise, on est 3. Voilà, on va faire vite sur la présentation, hein, c'est un outil. Donc, du coup, voilà nos noms, nos Twitter, et puis si vous voulez en parler un peu plus, vous passez nous voir. Bonjour le Jug. Alors, petite question. Est-ce qu'il y a des gens chez vous qui utilisent déjà Chef? D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent des outils concurrents? Puppet, Ansible, Solstack? Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des rubistes dans la salle? D'accord, on va voir troller. Ok, alors d'abord le contexte. CVP, pour faire vite, pour vous voyez sur les chiffres aussi, c'est une boîte qui a 20 ans d'existence, qui a 6 employés, qui est basée à Saint-Herblain. Chez nous, on a à peu près 400 serveurs, et là, on a bien 300 serveurs en Windows, c'est quand même assez particulier. On a bien 2 millions de lignes de code depuis 15 ans qu'on fait du Java et du Ruby, surtout du Java. On a 6 environnements, et encore, j'en passe certains. On a à peu près 80 applications. On fait des livraisons en prod tous les 15 jours, en recette, c'est-à-dire pour tester, tous les 7 jours. Alors évidemment, ce n'est pas le même code qu'on livre tous les 7 jours, tous les 15 jours, on a des fois 3 mois de recette. Mais bon, on livre assez fréquemment. Et du coup, ça génère des tas et des tas et des tas de changements sur nos serveurs. Donc là-dedans, je vous mets dans un gros sac tous les changements d'infra, les changements d'administration pour de la sécurité par exemple, les changements de code applicatif, donc évolution, résolution de bugs, etc., etc. On passe notre temps à faire des changements. Bon, ça c'est assez classique. Moi dans tout ça, mon rôle, ce qu'on m'a demandé, c'est de réduire ce qu'on appelle la dette technique. C'est un gros mot pour dire augmenter la qualité du code, en particulier la qualité des codes des applis existantes chez nous. Donc les 2 millions de lignes de code qui sont là, et puis parfois depuis 15 ans. Donc pour faire ça, je me renseigne un petit peu, je me documente. On avait déjà identifié que chez nous, il fallait faire de l'agile, parce que c'est une partie de la solution. Et on voulait aller plus loin, en particulier ce livre que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Continuous Delivery. Je vais expliquer un peu le principe. Et en fait, ça fait partie des mouvements qu'on dit DevOps. L'idée étant que tous vos processus, jusqu'à la production, doivent être répétables, automatisés et fiables. L'idée derrière ton bouquin, l'idée maîtresse, c'est de construire un pipeline de livraison. Vous avez déjà une intégration continue, en tout cas nous c'est notre cas, j'espère pour vous aussi, qui vous permet de construire et de tester votre code, produire vos livrables de façon automatisée, répétable, fiable, etc. Ce dont on va s'occuper là, avec Chef, c'est de faire de la livraison, c'est-à-dire les flèches vertes. Okay, donc juste que la livraison, c'est-à-dire le déploiement de mon application, soit fiable. Ok, donc comment ça marche, Chef? Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un gestionnaire de configuration. Ça, c'est important. C'est pas fait que pour faire de la livraison de vos applications métiers. C'est fait pour automatiser la configuration de serveurs, d'un système. Et on peut l'utiliser aussi pour la mise en conformité, c'est-à-dire appliquer des règles de sécurité. Le fonctionnement, globalement, vous avez votre session de travail, vous poussez une description de la configuration, et ça c'est important, vous décrivez la configuration que vous voulez obtenir à la fin. Donc vous décrivez un état final. Vous poussez ça sur le serveur. La grande idée du serveur, c'est qu'il est light. Il y a très très peu de choses qui sont stockées. En fait, il y a la description, c'est tout. La complexité, tout ça, c'est géré dans le client, et évidemment dans votre code. Donc ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est l'idempotence. Vous devez faire en sorte que quand vous appelez Chef, s'il n'y a rien à faire, il ne fait rien. C'est-à-dire qu'il arrive à un état final, une fois qu'il y a, il ne fait rien. Les opérations doivent être idempotentes.
Ensuite, la notion de run list. Vous allez voir, on va vous décrire ça, il y a une notion de cookbook, donc il y a des choses à exécuter, à faire exécuter sur les serveurs. Tout ça, c'est ordonnable. Donc la notion d'ordre est importante. Et enfin, vous décrivez tout dans un DSL propre à l'outil. Alors ça, c'est important. C'est sympa parce que du coup, vous avez un langage qui est spécifique à l'outil. Il est décrit dans la documentation et donc vous suivez à peu près les guidelines, ça se passe super bien. Ça se passe super bien pour tous les cas qui sont bien connus. Dès que vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, un peu plus en profondeur, là, vous commencez à faire du Ruby. Alors le Ruby, c'est sympa, c'est un langage que moi je ne connaissais pas, hein, je suis Java. Il y a pas mal de choses qui sont sympas, c'est un langage qui est dynamique. Quand on fait du Groovy, du coup, on peut se rapprocher pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses dans Groovy qui ressemblent à Ruby. Néanmoins, il faut quelques points de repère. Donc là, je vous en ai donné quelques-uns. En gros, les tests unitaires avec RSpec. En chef, il y a un outil qui permet de faire ça qui s'appelle ChefSpec. Pour le build, il y a un outil qui s'appelle Rake, qui s'apparente à Make. Et les packages, c'est dans des gemmes. C'est un langage qui est dit dynamique, il est directement livré sur la machine, donc de source. Donc, du coup, quand vous avez un plantage, vous pouvez même brosser le code qui est sur la machine. Voilà, il y a pas mal de pratiques coutumes différentes, on pourrait en parler beaucoup, mais c'est pas trop l'objet. Voilà, donc c'est un outil qu'on utilise pour tout ça chez nous, donc pour la mise à jour d'infrastructure, les correctifs, les corrections d'application, les recettes, tout ça. Donc après, j'avais un cadre et je voulais qu'on fasse de la livraison automatisée. Donc du coup, je suis allé voir mon ami Sébastien et je lui ai dit, bon bah voilà, comment est-ce qu'on peut faire ça chez nous? Ouais, nous Sébastien. On est une boîte française très bien organisée, c'est François qui est en charge, donc c'est moi qui vais faire. C'est comme ça, il y a Tu veux le faire? Voilà. Donc notre système de livraison, il faut savoir que Chef vient avec tout un tas d'abstractions. Donc le type, ils ont vraiment pensé leur outil pour faire du déploiement. Donc on retrouve grosso modo dans les abstractions de Chef tout ce dont on a besoin. On a la notion de node qui représente le serveur, sur laquelle on a la fameuse run list qui décrit en gros on décrit des recettes pour chaque action qu'on veut faire, chaque application qu'on veut déployer, chaque mise à jour de serveur. Donc, on a une run list pour gérer toutes ces recettes. On a la notion d'environnement qui est déjà gérée dedans. Donc ça c'est pratique. On a la notion de rôle sur un serveur. Si on veut typer un serveur comme étant un serveur d'authentification, si on veut typer un serveur comme étant un serveur de base de données, qui peut être pratique quand on veut faire la configuration automatique de clustering ou choses comme ça, de réplication de données. On a la notion de data bag qui sont des clés valeurs, donc qu'on peut avoir par environnement, qui pourrait nous servir pour gérer à peu près tout ce qui est variable d'environnement de façon sympathique. Donc on a les cookbooks qui sont vraiment la pièce maîtresse, hein, c'est ce qui va vraiment s'exécuter dans la run list et qui va faire en sorte que notre déploiement se passe bien. On a aussi la notion de librairie pour tout ce qui est code commun entre plusieurs cookbooks ou tout ce qui est réutilisable. Et puis tout ce qui est ressource provider, qui est un peu plus spécifique et qui est un peu comme une librairie, mais qui permet de gérer par exemple le fait qu'on a un déploiement à faire sur un cookbook ou sur un Tomcat. Donc on va utiliser un provider. Voilà. Donc c'est super parce qu'on a toutes les abstractions dont on a besoin. Donc je suis allé voir François, je lui ai dit c'est super, on a vraiment tout ce qu'il faut, ça va être super simple. Et là François il m'a dit non, tu fais pas ce que tu veux. Tu vois, mais j'utilise quoi comme abstraction? Et lui il me dit moi ce que je veux c'est un truc qui soit versionné. Monsieur, voilà, alors c'est écrit, il a sa Bible, il est content. Donc il m'a viré tout ce qui n'était pas versionné. Donc déjà il ne me restait plus grand chose, il me restait les cookbooks, les librairies et les ressources providers. Avec ça, je suis allé voir les équipes de dev, je leur ai dit voilà, c'est sympa, François a une super bonne idée, je suis en train de regarder comment la mettre en place. J'ai expliqué en 2-3 mots comment ça se faisait, et là, tout le monde est un peu tombé dessus en me disant ouais, t'es bien gentil, mais c'est encore un nouveau langage, nous on fait du Java, tu nous as déjà imposé du Groovy, tu nous as imposé du Grace, tu nous as imposé plein de choses. Nous, on ne veut pas apprendre à recoder, tout ça. J'ai été gentil, hein. Il y en avait qui étaient de bonne volonté, hein. Les jeunes étudiants voulaient encore faire du PHP.
Il y en a que j'ai menacé, je leur ai dit si vous voulez, on fait en ce cas-là. Ça ne pas fait marrer du tout. Et du coup, bon, comme ils sont quand même vachement plus nombreux que moi, j'ai viré aussi la partie code pour les développeurs. Donc il restait que des cookbooks qui plaisaient à tout le monde, à la fois à François et à la fois aux développeurs. C'était sympa. Donc avec mes cookbooks, il a fallu que je commence à gérer les environnements. Donc du coup c'est super simple. Dans le chef, on a dans les cookbooks, on a la notion d'attribut. Donc j'ai fait des cookbooks qui ne font rien d'autre que de déclarer des attributs d'environnement. Donc on va retrouver typiquement le nom d'environnement, on va retrouver, si on a Elasticsearch, l'autre, on va retrouver la configuration de nos serveurs SMTP, les endroits des bases de données. Donc on a là c'est un petit extrait, on a tout un environnement décrit, donc on a un cookbook par environnement qu'on peut cogniter, qu'on peut versionner, il y a une traçabilité, donc c'est vraiment super. On peut comparer des versions différentes, donc si jamais il y a un truc qui ne marche plus, on peut voir ce qui marchait avant et ce qui a changé. Donc voilà, un cookbook uniquement pour décrire les environnements. Pour les applications au départ, l'idée c'était de faire des cookbooks par application qui soient autonomes pour qu'elles puissent se déployer où on veut. Bon, comme j'avais ma contrainte qu'il ne fallait pas que les développeurs fassent trop de Ruby et que c'était eux qui faisaient les cookbooks, donc c'est pareil, un système d'attributs qui décrit l'application. Donc là, les amoureux de Maven reconnaîtront pourquoi est-ce qu'on a mis ça. Donc on retrouve la version, le packaging, group ID, artefact, et puis quelques attributs de conf qui nous permettent de savoir, par exemple, si on a un fichier particulier à déployer à un endroit particulier. Donc ici, un fichier de config.js. Et puis dans nos applications, ce qu'on va déployer aussi, c'est des fichiers de configuration. Donc là, un template Tomcat pour une base de données. Donc pareil, pour que ce soit le plus simple possible, on prend le fichier d'origine, on remplace les valeurs par la seule syntaxe Ruby en fait, que les développeurs vont connaître, qui représente nos clés dans nos attributs, dans notre bout d'environnement. Une fois qu'on avait nos environnements gérés et nos applications, il fallait qu'on décrive l'état du serveur, donc quelles applications sont installées sur chaque serveur. Donc là encore, un cookbook séparé, avec du coup, le nom du serveur et les applications qui sont déployées dessus. Donc là, on a 4 applications, la partie web et la partie service de deux applications chez nous. Et une fois qu'on a tout ça, je ne sais pas si vous voyez, une fois qu'on a tout ça, quand on passe ça dans le chef, toutes nos clés en fait nous construisent un arbre de configuration. Donc c'est pratique. On va retrouver ici les applications, la description des applications avec leurs attributs. On va retrouver la base de données qu'on a déclarée. On va retrouver ici le serveur qu'on a déclaré avec les applications qui sont dessus. Mais à ce stade-là, ça ne s'installe toujours pas. Donc ce qu'on a fait, et là pour le coup c'est François qui s'y colle maintenant, donc j'ai fait les premières versions, donc c'était drôle, maintenant qu'il faut maintenir, j'ai refilé. Oui, si on a fait un gros cookbook pour le coup où là il va y avoir beaucoup de Ruby et qui lui va prendre toutes ces données là et va les traiter pour déployer les applications sur les serveurs. Donc le principe, bon, j'ai pas mis toute la recette parce qu'elle est assez énorme. Mais le principe, c'est qu'on va boucler sur nos attributs. Donc pour chaque serveur, ce qu'on appelle JVM chez nous, on va regarder la liste des applications à déployer et on va les déployer. Et puis donc voilà pour la partie applicative. Et puis on se sert aussi de Chef pour l'administration système, donc avant même d'installer les applications pour configurer les machines, et puis pour 2-3 autres bricoles, des petites cubiques que Bastien va vous expliquer. Donc oui, vous avez la chose un peu amusante de l'histoire. Ouais. La chose un peu amusante du soir, c'est que c'est un administrateur système qui va vous présenter du code. C'est vraiment un truc auquel on s'attend. Les cas d'usage dans le chef, en fait, on en a beaucoup, plein, pour des services qui nous demandent des cas de chaînage de commandes. On a des particularités sur certains environnements, typiquement
développeurs, qui est le seul environnement où ils ont des droits de route ou des droits d'administration. Donc on a des cas particuliers pour ces environnements-là. On a des cas de séparation en fonction de ce qu'on a sur les machines dans leur salle avec la gestion de l'œuvre. Et on a des cas de calcul vraiment automatisé sur les... C'est bien la prod, ils font encore pas chier. Merci. Et donc on a des cas un peu particuliers qui vont se baser sur l'état de la machine et en tout cas ses attributs existants pour nous refaire des attributs. Le chaînage de commandes, si on est sur un cas un petit peu amusant, c'est permettre l'authentification des utilisateurs à partir d'une base Active Directory sur les Linux. Le service est sympa, il a un gros défaut, c'est que dès qu'on le redémarre, il faut lui nettoyer son cache. Il ne sait pas le faire tout seul. Et c'est là qu'on rentre dans des cas un petit peu amusants de notification. Ishem, j'essaie de le mettre un peu en... Ici, il va nous appeler la suivante. Et elle-même va en appeler une autre. Il faut que ça soit dans l'ordre. Ça paraît pas grand chose comme ça, il y a des cas où ça peut s'enchaîner sur 10 ou 12 commandes et c'est assez pratique de pouvoir le faire avec des simples notifications comme ça. Sur ce cas-là, on est sur des notifications immédiates. On peut avoir, dans le cas des redémarrages de Tomcat, après des installs d'appli, un seul redémarrage qui se fait à la fin. Donc je parlais des conditions d'environnement pour mes amis développeurs, c'est-à-dire que pour les serveurs, on va donner des autorisations d'administrateurs sur les serveurs, la première ligne qui nous donne par défaut, et puis dans le cas où on est sur l'environnement d'intégration, on va venir ajouter des groupes supplémentaires. Donc après on peut gérer la liste un peu comme on a envie, et on pourrait faire dans différents groupes pour ajouter encore et toujours. Et du coup le code se limite à une simple boucle derrière pour créer un fichier de superviseur. Alors, c'est là qu'on commence à rentrer dans la partie fun du Ruby. En fait, pour faire des choses, c'est que la première chose que le chef va nous donner, c'est l'OS de la machine. Donc ici, quand on est sur un Windows, on va pouvoir charger une recette qui va s'occuper d'installer Logstash sur un Windows, de lui mettre tous ses attributs, savoir où il va chercher ses fichiers, installer un service Windows, le démarrer. Le reste du temps, normalement, on est sur un Linux. Donc on va installer Java, on va installer Logstash, ça va rester simple. Et éventuellement on va avoir un petit bug à corriger, c'est le cas ici, sur cette ressource-là. Pour un petit bug, on a besoin de changer de fichier, mais juste pour une toute petite modif, et on ne veut pas forcément changer le cookbook qu'on a déjà utilisé pour installer. Donc du coup on va pouvoir éditer une ressource du DSL de départ, juste pour changer un paramètre, sans la réécrire entièrement. Derrière, on parlait des attributs, on les met dans des fichiers attributs, mais on peut aussi les mettre directement dans une recette, ici. Comme on n'avait pas forcément envie que ce soit la même sortie tout le temps pour toutes les machines, là, c'est la sortie pour les Linux uniquement. Et en dessous, on va avoir des petits cas où on va intégrer des recettes, uniquement si on a un Tomcat qui est supposé être installé ou si on a un dossier qui est présent pour mettre la configuration de Logstash en place en fonction de l'état de la machine. Et le côté qui a peut-être plus parlé côté Java, c'est de récupérer la mémoire d'un nœud pour calculer la heap en fonction de ça. Ça paraît un peu dégueulasse comme ça, mais ça marche très très bien. On va se baser vraiment sur la RAM du nœud et puis on va faire les maths. Ce qui veut dire que la seule modif qu'on a à faire derrière, si on veut augmenter la heap d'un Tomcat, c'est de mettre de la RAM dans le nœud et faire tourner Jeff. Il va remesurer la RAM du nœud, refaire ses maths et mettre le fichier à jour. Et derrière, on va pouvoir avoir une notification qui va nous redémarrer le service. Alors, il y a des petits cas un peu particuliers dans le chef, c'est qu'il fonctionne sur des phases un peu différentes. Et il fait une première compilation des recettes, pour savoir ce qu'il a à faire, avant de le faire vraiment. Là, c'est peut-être... ça paraît assez bien. En cas réel, ça donne ça. On va avoir une première valeur d'attribut.
première phase, ça va être vraiment la compilation de la recette, où il va nous faire le suivi du code et nous créer des petits blocs ici, qui sont vraiment les ressources de Jeff, qui sont vraiment des DSL, et pour le coup sont du Ruby aussi maintenant. Et à l'exécution, ça donne un truc marrant. C'est qu'on a bien nos lignes de log qui sont là, qui sont exécutées à la compilation, et les ressources qui ont été exécutées après. Il est gentil dans le log, il nous le dit, il compile et il converge. Et donc ça peut être un cas un peu piégeur, pour un peu qu'on ait des ressources qui soient faites dans un bloc ou dans une autre ressource. On va s'attendre à les avoir, et finalement, l'exécution, à la compilation, on ne les a pas encore, et on retrouve des comportements un tout petit peu bizarres, des fichiers ou des templates vides, et on les aura éventuellement au tour suivant. Donc ça peut être un truc sur lequel faire très attention. J'ai pas compris du coup quand vous parliez du fait que ça soit versionné les éléments. Qu'est-ce que tu voulais dire? Alors, pourquoi certains éléments ne sont pas versionnés? En fait, on utilise dans un architecture source, c'est SVN. Dans le serveur chef, ne supporte pas en parallèle plusieurs versions de tous les éléments qu'on a listés, donc les rôles, etc. C'est quoi le besoin d'avoir des trucs versionnés, comment ça marche? C'est pouvoir revenir en arrière. Donc en fait, ça fonctionne, donc ça ne peut pas en revient. En fait, donc voilà, en fait, on peut toujours tout reconstruire à partir de votre serveur de contrôle de source, mais c'est quand même vachement plus pratique de revenir en arrière simplement à partir de ce qui est dans le serveur chef. Ouais, alors du coup, quand on part systématiquement de Git, c'est plus facile. Donc sur Windows, ça. D'autres questions? Oui, vous déclenchez les déploiements comment là? Vous avez un repository pour les livrables, justement pour les versionner Alors, donc, nos livrables en Java, on a un Nexus, donc tous nos mineurs sont déposés dans Nexus. Après, le déclenchement, ça dépend des environnements. Sur tout ce qui est environnement à la main des développeurs, donc l'intégration chez nous, c'est Jenkins directement. En SSH ou en MinRS, en MinRM, sur Windows. Sinon, côté le reste des environnements, tout ce qui est en production, on a un scheduler. Donc c'est déclenché par ce scheduler de production. Sur une nouvelle version? Sur la nouvelle version? Non, non, c'est timé. Donc c'est vraiment soit à la main de la production pour qu'elle le déclenche, soit sur des scénarios qui sont à une date donnée. Et on n'a pas. Alors, si, il y a quand même. Je reviens vers mon administrateur Linux qui, lui, le déclenche tous les 30 minutes systématiquement sur tous les Linux. Il va vérifier qu'il y a quelque chose à faire. S'il n'y a rien à faire, il fait rien. Si c'est pas déployé, ça s'active, sinon. Idéalement, on fait ça sur toutes les machines. D'autres questions? Combien de temps il vous a fallu pour mettre en place toute cette infrastructure? Au départ, alors combien de temps il nous a fallu pour mettre en place tout ça? Au départ, on a été assez lent, puis on a fait pas mal d'expérimentation. Et la phase d'expérimentation nous a bien pris 1 an. Pas plein temps, mais ça nous a quand même pris pas mal de délais. Le temps de réfléchir un peu à tout ça, de se documenter. Ensuite, on est encore. La phase de migration a été longue aussi. Nous a bien pris une année aussi à passer toutes les applis qu'on avait. D'un développement manuel. Quand je dis manuel, c'est on écrit dans un document Word et il y a une personne derrière qui fait le truc. Un document à ce système-là. Là, on en a bien pris pour 1 an. Et vous avez rencontré quel type de difficultés principalement? Quel type de difficultés on a rencontré? Donc il y a des difficultés d'ordre technique et il y a des difficultés d'ordre humain. Donc effectivement c'est assez difficile. En particulier c'est difficile quand on dit à quelqu'un bon, tu vas pas faire, maintenant tu vas
maintenir un outil qui le fait à ta place. C'est un gros changement de métier. Et ça, on est encore dedans, c'est difficile. Donc, on a fait formation, on a fait tout un tas de choses. Je pense qu'on n'a pas assez accompagné et surtout pas assez tôt. Si j'ai un conseil à donner, c'est impliquer vos équipes très très tôt. Mais il faut leur faire prendre conscience de pourquoi on fait ça, pourquoi c'est difficile et pourquoi ça va changer. Il y a un vrai gain derrière, mais voilà, il faut qu'il soit partagé. De ce côté-là, c'est vrai qu'on n'a pas été les meilleurs. Toute la topologie de vos plateformes est écrite comment vous affichez Alors la topologie, alors, au niveau de topologie, ça va dépendre où on s'arrête. Aujourd'hui, les machines, on les monte avec Vagrant sur une infrastructure VSphere. C'est un fichier, pour le coup, c'est encore du Ruby, qui va faire le clone d'une VM de base, la configurer, lancer Jeff derrière, avec la release qu'on veut lui donner. Et c'est Jeff qui va s'occuper de faire toute la conf qu'on peut attendre derrière. Si ça répond vraiment à la question. Vous n'avez qu'une seule machine, vous avez qu'un ensemble de... On a, en fait, c'est vraiment un chef qui va nous faire la différenciation entre les machines. Ça va, suivant ce qu'on va lui demander de poser, toutes nos machines partent de la même base, de la même image, et derrière, on va tuner en fonction de l'usage qu'on veut donner aux machines. Vous aviez beaucoup de cookbooks CDP, Tomcat, etc. C'est juste des surcharges de recettes standards. Vous avez vraiment des parties de zéro sur l'installation Tomcat. Sur l'installation Tomcat, il y a beaucoup d'inspiration de l'existant. Il va y avoir une petite dizaine de cookbooks pour installer Tomcat. Il n'y en avait aucun qui nous satisfaisait vraiment, donc on a réécrit une recette, mais avec beaucoup d'inspiration de ce qui existait déjà. On a pas mal effectivement de surcharges qui sont des rappels de cookbooks existants avec juste des forçages de certains attributs et éventuellement des fichiers en plus qu'on met dans les recettes et on appelle les recettes existantes. Typiquement sur Logstash on avait ça. L'installation de Logstash en parfaite, c'est sur la partie Linux en tout cas, c'est un cookbook existant. Merci.